Nous allons voir dans cette vidéo les notions essentielles de cours pour le chapitre Énergie interne de l'enseignement de spécialité de physique-chimie pour la classe de terminale STI2D. Imaginez, vous marchez en forêt, il n'y a pas du tout de vent, mais il fait froid. Il règne une température de 2 degrés. Vous trouvez une maison abandonnée. Vous dites, lorsque je vais pénétrer dans cette maison, il va faire un petit peu plus chaud. Eh bien non. À l'intérieur de cette maison, il régnera également une température de 2 degrés. Si vous souhaitez que dans la maison, il règne une température de 19 degrés, la seule solution est de faire un apport d'énergie thermique dans cette maison. Vous allez, par exemple, allumer un feu de cheminée. Mais ce n'est pas si simple. Prenons l'exemple d'un grand réservoir. On veut que dans ce réservoir, il y ait 19 mètres d'eau. Mais les parois du réservoir sont poreuses, il y a des fuites. Donc chaque seconde, il s'écoule de l'eau par ces fuites. Il est donc très difficile d'avoir un niveau constant de 19 mètres dans le réservoir. La seule solution, en fait, est avec un robinet, d'injecter dans le réservoir, chaque seconde, autant d'eau qu'il sort par les fuites. Bien sûr, si les fuites sont nombreuses, on doit injecter beaucoup d'eau dans le réservoir chaque seconde. Et plus les fuites sont nombreuses, plus ça va nous coûter cher de maintenir un niveau constant de 19 mètres dans ce réservoir. Pour une maison, c'est à peu près la même chose. À l'extérieur, il règne une température de 2 degrés. À l'intérieur de la maison, on souhaite 19 degrés. La seule solution est d'injecter de l'énergie thermique dans la maison. Des radiateurs vont par exemple avoir cette fonction d'injecter de l'énergie thermique. Mais cette énergie thermique, en fait, elle va en permanence vouloir s'échapper de la maison, car l'énergie thermique est capable de traverser les murs. Donc, comme pour le robinet, qui injectait de l'eau dans le réservoir pour compenser les pertes et maintenir un niveau constant de 19 mètres, eh bien le but des radiateurs est d'injecter chaque seconde dans la maison de l'énergie thermique pour compenser celle qui s'échappe chaque seconde à travers les murs. L'énergie thermique qui s'échappe chaque seconde à travers les murs, donc en joules par seconde, c'est ce que l'on appelle le flux thermique. Ce flux thermique est généralement noté par la lettre grecque phi majuscule et des joules par seconde, ce sont des watts, donc ce flux thermique est exprimé en watts. Quant au sens du flux thermique, très logiquement, il va toujours du chaud vers le froid. Imaginons une maison mal isolée. Si elle est mal isolée, ça veut dire que les murs de cette maison laissent facilement passer l'énergie thermique. Il y a beaucoup de fuites. Donc pour avoir 19 degrés dans la maison, les radiateurs, par exemple, vont être obligés chaque seconde d'injecter dans la maison 3000 joules pour compenser les 3000 watts de déperdition thermique qu'il y a à travers les murs. Mais si la même maison a des murs qui sont mieux isolés, pour les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire toujours avoir 19 degrés à l'intérieur de la maison alors que dehors il fait 2 degrés, les radiateurs vont être obligés de fournir chaque seconde beaucoup moins d'énergie thermique. Par exemple, dans ce cas, il va y avoir 3 fois moins d'énergie thermique à injecter dans la maison chaque seconde, tout simplement parce que les déperditions thermiques à travers les murs ont été divisées par 3. Mais au fait, comment l'énergie thermique arrive-t-elle à traverser un mur? Et pour répondre à cette question, il faut regarder la constitution d'un solide d'un point de vue microscopique. Un solide est composé de molécules, mais les molécules se touchent entre elles. Si bien qu'une molécule peut vibrer, mais elle ne peut pas se déplacer. Et en fait, les molécules vibrent en permanence. Dès qu'un solide a une certaine température, ces molécules vibrent.
Pour que les molécules ne vibrent pas du tout, il faudrait que la température du solide soit à moins 273,15 degrés Celsius, soit 0 Kelvin. Revenons à notre exemple. Nous avons ici par exemple un mur en béton, et d'un côté il règne 20 degrés, de l'autre 5 degrés. Du côté des 20 degrés, les molécules de béton vibrent beaucoup, car elles sont chaudes. Si bien qu'elles vont faire vibrer les molécules voisines. Et ainsi de suite, de proche en proche, la vibration va traverser le mur. Et c'est comme ça que l'énergie thermique peut traverser un solide. Si vous voulez prendre une analogie, vous pensez à quelqu'un qui met de la musique dans une maison. Ça fait vibrer les molécules d'air font vibrer les molécules qui composent le mur, et puis de proche en proche, la vibration traverse le mur, et on entend la musique à l'extérieur. Alors ce phénomène de transmission de la chaleur dans un solide porte un nom précis, c'est ce que l'on appelle la conduction de la chaleur. Mais vous savez tous depuis bien longtemps que tous les solides ne laissent pas passer l'énergie thermique de la même façon. Le bois, par exemple, est un bon isolant thermique. Il s'oppose à l'énergie thermique qui veut le traverser. C'est pour ça qu'en montagne, on fait des chalets en bois. La grandeur physique qui va traduire la propriété qu'a le matériau à plus ou moins bien se laisser traverser par de l'énergie thermique, c'est la conductivité thermique du matériau. Et généralement, on utilise la lettre grecque lambda pour représenter cette conductivité thermique. Par exemple, pour la laine de verre, lambda vaut 0,03. La laine de verre est un bon isolant thermique. La laine de verre s'oppose au passage de l'énergie thermique. En revanche, le cuivre aura une conductivité thermique, un lambda, qui vaut environ 400 dans les unités du système international, et ce matériau est un mauvais isolant thermique. Il laisse facilement passer l'énergie thermique. Donc, à retenir, un bon isolant thermique aura une conductivité thermique faible. Donc, son lambda aura une valeur qui sera petite. En fait, la compréhension de la transmission de la chaleur d'un point de vue microscopique à travers un solide permet d'élaborer des matériaux qui résistent très bien au passage de l'énergie thermique. Et on peut ainsi les utiliser pour construire des habitations. Donc on a vu que c'était de proche en proche que l'énergie thermique arrivait à traverser un solide par des phénomènes de vibration. La solution serait donc de pouvoir amortir cette vibration, éviter qu'elle ne se propage dans le mur. Une des solutions, c'est de faire plein de petites bulles d'air, ce qui va casser la chaîne de transmission de la vibration. Si on arrive à faire ça, on invente un super isolant. Vous venez d'inventer le polystyrène. En fait, le polystyrène, c'est une structure qui contient plein de toutes petites bulles d'air. Et plus le polystyrène contient des bulles d'air qui sont nombreuses et qui sont de petits diamètres, plus le polystyrène est efficace, plus il est isolant, c'est-à-dire plus il s'opposera au passage de l'énergie thermique à travers lui. Prenons une paroi de surface S, par exemple le mur d'une maison. Elle a une épaisseur E, est composé d'un matériau de conductivité thermique connue noté lambda. D'un côté, il règne la température de 19 degrés, de l'autre 2 degrés. Il s'établit donc un flux de chaleur, un flux thermique, noté par la lettre grecque phi majuscule. Et on va voir quelle est l'expression littérale de ce flux. Pour simplifier, on va dire en fait que ce flux de chaleur, dans un premier temps, il doit traverser la pièce à l'intérieur. Il doit donc affronter une résistance superficielle intérieure que l'on note RSI. Puis,
il doit traverser le mur et donc affronter une résistance de conduction notée RC. Enfin, il doit sortir à l'extérieur, il doit donc affronter une résistance superficielle extérieure notée RSE. Le flux de chaleur doit donc en fait affronter 3 obstacles: RSI, RSE, RC. La somme de ces 3 résistances représente la résistance thermique globale surfacique du mur. Je rappelle que le mot surfacique signifie pour 1 mètre carré de. Le flux thermique qui va traverser ce système va se calculer en faisant la surface du mur, en mètres carrés, multiplié par l'écart de température de chaque côté du mur, divisé par la résistance thermique globale surfacique du mur, R. Très souvent, les valeurs de RSI et de RSE vous seront données. Et parfois aussi, on pourra les négliger par rapport à la valeur de RC. On considérera donc que la résistance thermique globale surfacique du mur, c'est en fait la résistance de conduction surfacique du mur. Maintenant, comment calculer RC? C'est très simple. La résistance de conduction d'une paroi d'épaisseur E et de conductivité lambda pour 1 mètre carré de cette paroi, c'est E sur lambda. Mais dans la réalité, un mur est généralement composé de plusieurs couches. Si on regarde le mur d'une maison, par exemple, il y a l'enduit, le parpaing, l'isolant, le plâtre. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer le flux qui traverse une paroi qui est composée de plusieurs couches? On va prendre ici l'exemple d'une paroi bicouche, la couche verte et la couche violette. La couche verte a une épaisseur E1, une conductivité thermique lambda 1, la couche violette, une épaisseur E2, une conductivité thermique lambda 2. La formule du flux qui traverse le système, c'est toujours la surface du mur fois l'écart de température divisé par R, et R étant la résistance thermique globale surfacique du système. Que vaut ce R dans le cas de 2 couches? C'est tout simple en fait. Le flux thermique, on voit bien que dans un premier temps, il affronte RSI. Ensuite, il doit traverser le vert, puis il doit traverser le violet, puis il doit affronter, on va dire, RSE. Donc en fait, on va faire la somme des résistances de chaque couche. Donc notre R vaut E1 sur lambda 1, plus E2 sur lambda 2, plus RSI, plus RSE. Et c'est comme ça qu'on va calculer le flux thermique, les déperditions thermiques à travers le mur d'une maison. Si cette vidéo vous a plu, dites-le en commentaire, lâchez un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.